dis ça parce qu'on va essayer de, sans arrêt de philosopher sur tout ça. Et puisque je parle de philosopher, on va passer la parole à notre philosophe du soir, Bernard Stiegler. Je vous laisse le pupitre. Et puis, on est impatient de savoir votre vision de cette problématique donc, de l'émergence des nouveaux savoirs et de les transmettre. Depuis exactement 25 ans d'ailleurs, c'est-à-dire depuis 1987 où j'ai fait une exposition sur Pompidou qui s'appelait Mémoire du futur, où j'ai présenté à cette époque-là un scénario sur ce que serait le XXIe siècle. Où je disais, au XXIe siècle, tout le monde disposera de toutes sortes d'instruments. Les gens seront tous mis en réseau. Les agences de presse n'auront plus de monopole de l'accès aux sources. Les archives de l'INA seront accessibles à tout le monde en ligne, etc., etc. À l'époque, j'ai commencé cette exposition de la conception en 1985. Le premier CD-ROM était apparu cette année-là avec le journal canadien Globe and Mail. Et on m'avait passé une commande, c'était le président du Centre Pompidou de l'époque, M. Maheu, qui m'avait passé une commande. Parce que j'avais par ailleurs été chargé par le ministère de la Recherche et le ministère de la Culture de réfléchir aux mutations des savoirs induites par la numérisation. À l'époque, on n'avait pas du tout ça comme ça, on appelait ça les nouvelles technologies. Quand à cette époque-là, on disait à la photographe qu'il y aura bientôt des appareils photo qui tiennent dans la poche, tout le monde disait non. Il créait des ateliers pour les visiteurs d'exposition qui faisaient avec les archives de l'INA une critique du journal télévisé en disant non, ce journal, d'abord ils avaient plusieurs journaux télévisés du monde entier, une vingtaine, comparer les informations, ils voyaient que les mêmes informations n'étaient pas traitées du tout de la même manière, ils allaient voir dans les archives de l'INA, il y avait une base de données, ils pouvaient commencer à critiquer la télévision. Parce que je soutenais que le monde du XXIe siècle serait un monde où on critique les médias de masse. Je faisais la même chose sur la presse, je faisais la même chose sur... J'avais créé 5 ateliers différents. L'INA m'avait aidé pour cela, il m'avait donné un peu d'argent, il m'avait fourni des archives, etc. Et en fait, quand j'ai arrêté les affaires pour la Bibliothèque nationale de France, pour des raisons ridicules, très françaises d'ailleurs, et bien l'INA m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas la même chose, mais pour nous, mais sur les images. Donc j'ai créé, dans ce cadre de ce qu'on appelle l'INATEC de France. l'INATEC, c'est ce que vous trouvez à la Bibliothèque nationale aujourd'hui, mais comme un dépôt légal de l'audiovisuel. C'était une proposition que j'avais faite dans cette exposition. Dans cette exposition, je disais, il n'y a pas de raison que l'audiovisuel ne soit pas comme le livre, on devrait pouvoir tous y accéder avec un dépôt légal. François Ier avec la Bibliothèque royale, qui est à l'origine de la Bibliothèque nationale, il faudrait créer un dépôt légal de l'audiovisuel. Et en fait, l'INA l'a fait. l'INA l'a fait. Il m'a demandé de développer des outils pour pouvoir étudier ces archives. Parce que c'est bien qu'il y a des dépôts. Mais à la différence d'un livre, vous pouvez prendre un livre et le lire, les archives, il faut des médiations technologiques. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans à développer ces choses-là. Et puis finalement, le gouvernement d'Alain Juppé, en 1996, cherchait un nouveau directeur général, il n'en trouvait pas, il cherchait quelqu'un qui s'intéresse aux archives, qui connaisse le numérique, qui soit capable de fabriquer des concepts, etc. Et puis ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, mais voilà, le directeur général. Donc j'ai pris la direction de l'INA. Ce qui évidemment a un petit peu changé, parce que d'une équipe de 20 chercheurs, je suis passé à 1000 personnes, c'était à une autre échelle, et c'était passionnant. Compliqué, difficile, parce que j'étais là pour faire passer l'INA d'une culture de l'analogique, de l'argentique, du signal électronique, du vidéo, etc., à la culture du numérique. À partir de là, j'ai appris beaucoup de choses à l'INA. En général, c'est quand on fait bien son métier, on apprend plus de choses qu'on en apprend aux autres. Moi, je considère que j'apprends des choses. Si j'aime faire court, c'est parce que j'apprends des choses de mes étudiants. Quand mes étudiants ne savent rien, je sais très bien que c'est parce que je suis très mauvais. Et que donc ils ont envie de rien me donner du tout, parce que je ne sais pas leur faire donner quelque chose. Alors je vous raconte tout ça parce que ceux qui m'intéressent, bien sûr que le savoir m'intéresse, un prof de philo, un prof s'intéresse au savoir, un philosophe en plus, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe à propos? Un philosophe, normalement, c'est ce qui dit ce que c'est que le savoir, par rapport à ce qui ressemble à du savoir et qui n'en est pas. Philosophe, Socrate par exemple, dit ça c'est du savoir, ça c'est pas du savoir, c'est de la sophistique. Les gens qui vous font croire qu'ils savent quelque chose, ce ne sont pas des gens qui savent quelque chose. Ils se moquent de vous. Un philosophe, c'est quelqu'un qui vient critiquer, c'est un antiquinaire. Ça arrive que ça lui coûte cher d'ailleurs. Socrate a dû boire la ciguë, comme vous avez peut-être entendu le dire.
Alors, je m'intéresse au savoir comme tous les philosophes, mais je m'intéresse plus particulièrement au rôle des supports techniques dans la transmission des savoirs. Ce qui nous distingue des lions ou des ours blancs, c'est que pour nous transmettre quelque chose, nous avons toujours besoin d'artefacts, d'objets techniques, que ces objets techniques soient des silex taillés, que ce soit de l'argile dans laquelle on a écrit avec du cunéiforme, que ce soit du papyrus, de l'imprimé, de l'analogie, de l'image, dont on a parlé tout à l'heure, ou du numérique qu'on a toujours à la poche maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez ici. Que quand vous avez un truc comme ça dans la poche, vous avez l'équivalent de ce qui prenait le tiers en volume de cette salle il y a à peine 40 ans, et qu'en plus vous avez accès là-dessus. Vous pouvez podcaster, vous pouvez diffuser des images, recevoir, monter, c'est absolument inouï. Nous vivons une énorme transformation. Énorme. Vous ne vous en rendez pas compte, moi non plus d'ailleurs. C'est tellement colossal qu'on ne peut pas avoir conscience. Si on en avait conscience, d'ailleurs, on n'arriverait plus à bouger. On serait comme Katharina dans la cage après les comptes. Il vaut mieux qu'on ne sache pas trop. Mais quand même un peu. Un discours positif. Un discours positif, c'est que nous critiquons, parce que la critique, ce n'est pas la dénonciation. Ce n'est pas la mise à l'index, la condamnation. Non, la critique, c'est le discernement. Krimaïn en grec, c'est un verbe qui veut dire discerner, distinguer. Critiquer, ça veut dire tout simplement comprendre ce qui se passe. Discerner, comprendre ce qui se passe. Il faut toujours critiquer le monde humain, parce que le monde humain se transforme sans cesse. Et que pour vendre des automobiles, il faut des films où il y a des automobiles. S'il n'y a pas de films et de photos d'automobiles, vous ne vendez pas d'automobiles. D'abord parce que les gens ont peur des automobiles. Comme les paysans avaient peur des machines à vapeur, les gens ont d'abord peur de conduire des automobiles. Parce que vous savez, pour vendre des vélos, qu'est-ce qu'on a inventé pour vendre des vélos? Vous savez ce qu'on a mis au point en France pour vendre des vélos? Le Tour de France. Que s'est-il passé au XXe siècle? Comment se fait-il, par exemple, M. Greenspan, que vous ayez soutenu la titrisation, les subprimes, tout ce système de dissimulation de la dette, privé comme public, et que vous ayez encouragé, en plus, M. Madoff, que vous avez avalisé comme président du Nasdaq? Je vous le demande. C'est pas moi qui parle là, c'est le Congrès des États-Unis. Et que répond M. Greenspan? Il dit, mais je ne comprenais pas comment ça marche. Personne ne comprend comment ça marche. Ou plutôt Socrate, à la fin du 5e siècle. C'est que si l'écriture est entre les mains des sophistes et qu'elle n'est pas pratiquée par des gens qui vont savoir utiliser l'écriture non pas pour court-circuiter ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire en faire des crétins pour parler un peu brutalement, mais au contraire augmenter leur savoir, c'est-à-dire que tout ce qu'ils décrivent dans leurs livres repasse dans leur tête et qu'ils le pensent par eux-mêmes, comme dit Socrate. Socrate dit, penser, c'est penser par soi-même. Ça n'est jamais faire ce que l'autre vous dit. Vous pouvez faire ce que l'autre vous dit, mais à une condition, c'est ce que dit Emmanuel Kant aussi. Une condition, c'est que vous ayez repensé vous-même ce qu'il vous a dit et que vous ayez dit, c'est bien que c'est une crise des savoirs, c'est une crise de civilisation. Et c'est une crise de civilisation et de savoir, parce qu'une civilisation, ce sont des savoirs. Des savoir-faire, l'artisanat, des savoirs-vivre, de façon hospitalité, et des savoirs théorisés, c'est-à-dire des capacités spirituelles, des fonctions supérieures de l'esprit, à produire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ces savoirs ont été détruits. Ils ont été détruits en très grande partie par les systèmes techniques d'extériorisation de ces savoirs. Greenspan qui ne contrôle plus rien, mais aussi moi en tant que parent qui ne contrôle plus du tout ce que font les gosses, parce que ça m'échappe totalement, et parce qu'il y a des industries qui sont là pour capter leur attention. Je vous signale quand même que cette captation de l'attention des enfants est aujourd'hui absolument catastrophique sur le plan sanitaire. Je travaille avec des gens du monde entier, en psychopathologie, en pédopsychiatrie en particulier. 15% des adolescents et des jeunes américains ont des très gros problèmes psychiques. 15%. Et comme vous le savez d'ailleurs, souvent on leur donne de la Ritalin, c'est-à-dire de la cocaïne, pour les contrôler. Et cette cocaïne produit de la dépression, donc on leur donne ensuite des antidépresseurs, donc du Prozac. Et ensuite on se trouve bizarre qu'il y ait des massacres de pistolets mitrailleurs. Mais bon, ça c'est un aspect des choses. Le
rayon de soleil, c'est que, vous voyez, hier soir, par exemple, j'étais avec le patron d'une boîte allemande qui est spécialisée dans l'énergie contributive. Ce que j'appelle la bonne chose, c'est ce que j'appelle l'économie de la contribution. En ce moment, se développe dans toutes sortes de domaines, notamment dans le champ du savoir, des phénomènes de contribution où on se partage les autres, travaille en réseau. Ce sont des logiques tout à fait nouvelles qui rapportent parfois beaucoup d'argent. D'ailleurs, Google repose sur ce modèle-là. Et ça, c'est une mutation absolument radicale. Et c'est ça l'enjeu accompagnement à l'enfance, de l'avenir de l'Europe et finalement de l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Merci.